Ok, avec le temps, on a compris une chose, c'est qu'on vit pas en démocratie. T'as qu'à regarder le référendum en 2005, là, qui était bafoué par Sarko et le PS. Je veux dire, les élections, à chaque fois, ça donne le pouvoir juste aux riches, aux dominants, et le système médiatique, il est totalement sous l'emprise des puissants et de l'État. Et quand tu veux manifester, bah, souvenez-vous des gilets jaunes ou de la révolte des quartiers. Et les macronistes, là, ils sont bien beaux à défendre l'Assemblée et l'élection quand ça les arrange, jusqu'au moment où ils perdent l'Assemblée et les élections. Et là, vas-y que ça magouille les votes, que ça fait des trucs bizarres avec le RN pour rester au pouvoir, bref. Et cette critique de la démocratie, elle est indispensable. Mais aujourd'hui, on va se poser la question, est-ce qu'on peut pas aller un petit peu plus loin que ça? Et pour ça, aujourd'hui, on va recevoir pour la première fois sur la chaîne du Canard Réfractaire, Paul de la chaîne Pensée Rouge. Et du coup, bah Paul, bonjour, bienvenue chez toi, bienvenue à Canard Réfractaire. J'espère que tu vas bien. Moi c'est Paul et je tiens la chaîne Pensée Rouge sur laquelle on essaie de partager un peu des luttes, de l'histoire des luttes et aussi la théorie donc de Marx, de Lénine, la théorie marxiste-léniniste pour éclairer en fait au quotidien, donner un peu une hauteur de vue et une stratégie aujourd'hui à nos combats actuels et notamment sur cette question que là t'étais un peu en train de poser de la démocratie et de pourquoi est-ce que notamment on a l'impression de toujours se faire avoir par les politiciens quoi. Ouais justement t'as un peu ce truc là de déjà la démocratie on le confond souvent avec les élections, avec les hommes politiques, avec Sarkozy, Hollande, Macron, tout ça. Sauf que c'est peut-être un peu une vision limitée, et notamment sur la question de l'État. On résume souvent ça à l'État. Toi, c'est quoi ton opinion là-dessus? Et pourquoi, à ton avis, on a toujours le sentiment de se faire arnaquer par l'État d'une façon ou d'une autre? Faut avoir un peu un recul historique. L'État, et ça va être notamment Marx qui l'a démontré, c'est une institution qui est très ancienne. En fait, l'État, ça existe depuis super longtemps. En gros, depuis l'Antiquité, depuis que les hommes ont commencé à s'organiser en société. Et qu'est-ce qui se passe en fait avec l'État? L'État, c'est pas juste un arbitre neutre qui se poserait au-dessus de la société comme ça, qui serait une sorte de truc qui règle les injustices et puis qui est démocratique. Ça a jamais fonctionné comme ça. Quand on était dans l'Antiquité et qu'il y avait des esclaves d'un côté et des propriétaires d'esclaves, l'État, il défendait les propriétaires d'esclaves, pas les esclaves. Au Moyen-Âge, l'État, c'était l'État des nobles, du roi, du clergé. C'était pas l'État du tiers-état, des prolos, des paysans. Et en fait, il n'y a pas de raison de penser qu'aujourd'hui, ce serait très différent. L'État, aujourd'hui, il défend les intérêts de la classe dominante. Et c'est qui? Concrètement, c'est les riches, c'est les actionnaires, c'est les patrons. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État, dans sa nature même, il peut pas être démocratique. Il est pas là pour ça, en fait. C'est pas sa fonction. Sa fonction, c'est d'exercer, d'aider une classe à exercer sa domination sur l'autre. C'est-à-dire, en gros, d'aider les bourgeois à continuer à nous dépouiller en nous faisant de la casse sociale, en nous prenant, en fait, tout ce qu'on a réussi à acquérir par la lutte et de manière générale en nous réprimant. Dès qu'on fait le moindre truc, on s'en prend plein la gueule. Et dans les quartiers, quand tu vois ce que fait la police par exemple, avec le cas de Naël, mais en fait qui tue régulièrement des jeunes noirs, des jeunes arabes, en fait, la police c'est pas une police qui est à nous, c'est une police qui est aux bourgeois, c'est une police qui est à la classe dominante qui veut assurer sa domination, tout simplement. D'ailleurs on voit bien souvent que des fois quand t'as la gauche qui est sur le point d'arriver au pouvoir, ou quand il y a des trucs qui bougent un peu, tu vois, t'as l'exemple du Chili par exemple, où la gauche elle arrive au pouvoir en 70 avec Salvador Allende, qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, les bourgeois, ils virent ultra autoritaires, ils envoient un mec faire un putsch et ils rétablissent l'austérité, tous les trucs qu'on connaît, les politiques en fait qui sont contre les travailleurs, contre le peuple de manière générale. Donc voilà, ça c'est un truc qu'il faut bien comprendre, c'est que l'État c'est pas un truc pour nous défendre. Et c'est écrit dans la Constitution. Ça, il n'y a pas besoin d'aller chercher si loin que ça. Tu regardes les traités européens ou même ce qui est écrit dans la Constitution de la 5ème République, il y a écrit que par exemple que l'État il doit protéger à tout prix le droit à la propriété lucrative. Donc en gros le droit d'avoir par exemple des actions ou d'avoir une propriété qui te permet d'avoir du profit. Mais ça concrètement, ça veut dire en gros exploiter des gens. Bon, ça c'est situé au-dessus du cadre démocratique, dans le cadre légal. Les traités de l'Union Européenne par exemple sur le libre-échange, c'est placé au-dessus des droits de l'homme dans la norme juridique. On est tellement pas dans une démocratie qu'on se rend pas compte qu'au quotidien on choisit jamais. On vote une fois tous les 5 ans, ça n'a aucun sens. Concrètement, c'est quoi qui aurait le plus d'impact sur notre vie de tous les jours? Ce serait d'avoir une démocratie sur notre travail. Quand est-ce qu'il y a une démocratie au travail? Il y en a jamais. Tu regardes, jamais tu décides par exemple de ce que tu produis, de quel est ton salaire, de quand sont tes congés, ou de où vont les profits de ta boîte. Ça, jamais tu décides. Et pareil, quand t'es fonctionnaire, tu décides de rien. Sauf que ce serait la base d'une démocratie, que ce soit les travailleurs et les travailleuses qui décident de leur lieu de travail, et sur leur lieu de travail et de comment on s'organise. Bon, tout ça c'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'il faut bien savoir qu'aujourd'hui 35% de la valeur qui est produite en France, elle est captée par les actionnaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui quand tu travailles un jour, t'as 35% de ta journée où tu travailles
pour les actionnaires. Pourquoi est-ce qu'ils veulent pas qu'on ait le pouvoir sur le travail? Bah parce qu'ils auraient plus de thunes et que ça devrait créer une société plus égalitaire. Ouais, ok, donc en gros, cet état-là, il a été construit à la révolution bourgeoise pour permettre justement aux bourgeois d'avoir le pouvoir politique et de le garder, et ça leur permet aussi de gérer un peu les crises aussi avec des régulations, des subventions, parce qu'ils aiment bien ça les bourgeois, avoir un état pour avoir du pognon et pour imposer des fois les règles parce que leur système est un peu bancal, ils se bouffent eux-mêmes. Donc c'est l'État en fait qui prend en rôle aussi ce truc-là. Je veux dire, il n'y a jamais de moment plus fort et de plus véridique sur la nature de l'État que quand tu vas en manifestation et que tu te fais gazer. Là, tu le sens bien, le truc. Ok, donc ça, c'est un peu la nature de l'État bourgeois, comme tu dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire à la place de ça? Ça c'est clair, mais en fait pas juste pour dégager Macron et remplacer par quelqu'un d'autre. L'idée c'est concrètement de révolutionner tout le système. Et le truc fondamental sur lequel ils fondent leur domination, sur lequel les actionnaires, les riches, en gros vraiment les puissants fondent la domination sur nous, le peuple, bah c'est concrètement le fait qu'ils possèdent ce que nous les marxistes on va appeler les moyens de production. En gros, c'est-à-dire qu'ils vont posséder les usines, les bureaux, en fait tout ce qui fait que les outils qui nous permettent de travailler, que ce soit les ordinateurs ou plus classiquement les outils agricoles, des choses comme ça. Il faut qu'on reprenne la main dessus et qu'on fasse ce qu'on appelle nous la collectivisation des moyens de production. On peut prendre des exemples un peu concrets, parce qu'imagine on met en place des assemblées dans chaque usine, dans chaque entreprise où on décide collectivement de comment on s'organise, et ben avec par exemple du tirage au sort, des élections ou même des trucs plus directs. Ça veut dire que demain on reprend Total Energy avec toutes les technologies qu'ils ont et le fait que ce soit comme c'est les travailleurs et les travailleuses eux-mêmes qui possèdent déjà et qui savent comment faire fonctionner tout ça, ça veut dire qu'on pourrait enchaîner sur une grosse bifurcation écologique. Si demain on prenait en charge par exemple aussi toute la question agricole, on sortirait de cette crise terrible. Si demain les infirmières et les infirmiers c'est elles et eux qui décidaient tout simplement de comment s'organise l'hôpital, on aurait peut-être un meilleur accueil des usagers et y compris pour elles et eux des meilleures conditions de travail. Bref, tout ça pour dire qu'en fait il faut reprendre la main sur l'économie, ça c'est la chose centrale, mais évidemment les bourgeois ne laisseront pas faire et c'est pour ça qu'il faut qu'on s'organise et qu'on lutte. Et puis de manière générale, ça veut dire aussi que si on décide de comment s'organise la production, on décide de combien de temps on travaille, de à quel âge on met la retraite, de quand est-ce qu'on a des congés, bref tout ça c'est des questions en fait ultra centrale au quotidien pour nous. Ouais, on va pouvoir décider dans les entreprises et on va pouvoir décider aussi tous ensemble de ce qu'on veut produire, quoi. S'il y a des trucs, je sais pas, l'exemple des poêles Téflon à la con, là, tu sais, où tu grattes et après ça fait des polluants éternels et tu crèves, là. Ça existe que parce que t'as du profit qui se fait derrière, parce que t'as du marketing, parce que t'as des gens, ils se goinfrent avec ça. Mais en vrai, si nous, on se pose la question chacun, on se dit, non, on va faire des poêles qu'on peut transmettre aux gamins, des trucs qui tiennent en acier, machin, et on le fait, tout simplement, on le fait. Parce qu'on n'a pas de logique de profit derrière. Et ça peut être appliqué à plein de choses, quoi. Donc ouais, reprendre la main sur nos usines, reprendre la main sur nos banques et globalement sur notre production pour décider ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Ce serait fou quand même, hein. C'est pas la première fois qu'on y pense, évidemment. De manière générale, en fait, le projet des socialistes, des communistes, de tous ces mouvements-là dès le 19e siècle, ça a été ça, la reprise du pouvoir sur le travail. Il y a eu des expériences socialistes dans l'histoire. La première qu'on admet généralement, c'est la Commune de Paris. Donc la Commune de Paris, c'est en 1871. À ce moment-là, il y a une guerre entre la France et la Prusse. Et il y a le peuple de Paris au milieu de cette guerre qui va se soulever, récupérer justement le pouvoir et mettre en place pendant 2 mois une première expérience d'ordre socialiste avant de complètement se faire tué, massacré par l'état bourgeois français. Il s'est passé des choses folles pendant ces 2 mois. Parce que la première chose qui a été faite, c'est qu'on a supprimé l'armée, qu'on a remplacé ça par des volontaires. C'était organisé démocratiquement, c'est-à-dire que c'est pas un grand chef qui décide de toute l'organisation. Ça, c'était le premier élément, et c'est important en vrai, parce que du coup, ça permettait de se défendre face à la bourgeoisie qui les attaquait. On a élu des conseillers municipaux qui étaient des gens du peuple, des ouvriers, des artisans, des gens qui, en plus de ça, devaient rendre des comptes. C'est-à-dire qu'à tout moment, si jamais le peuple décidait qu'ils étaient pas compétents, on pouvait les dégager. C'était pas un vote tous les 5 ans et entre les deux on attend. Et ça, c'était aussi le cas pour les fonctionnaires, pour les juges. Qu'est-ce qui se passe quand c'est les travailleurs et les travailleuses qui sont au pouvoir ? Ils font des mesures pour les travailleurs et les travailleuses. On réduit le temps de travail, des meilleures conditions, par exemple sur le travail des enfants à l'époque qui était une horreur, améliorer les salaires, et puis de manière générale reprendre le pouvoir en fait sur les productions, reprendre les usines et s'organiser nous-mêmes. Et ce qui s'est passé malheureusement à Paris à ce moment-là, ça a été très limité puisqu'ils se sont fait réprimer, mais ça a donné des idées à pas mal de monde, notamment en Russie. En 1917, il y a eu la révolution bolchevique dont on a pas mal entendu parler parce qu'après ça a donné lieu à donc l'URSS. Mais ça veut dire quoi URSS ? C'est soviétique le dernier mot. Soviétique, ça vient de soviet. Les soviets, en fait, ça veut dire conseil en russe. C'était des sortes d'assemblées, des conseils, dans chaque village, dans chaque usine, dans chaque quartier en fait, qui s'étaient mis en place à un moment donné, au moment de la révolution,
pour s'organiser dans la grève, dans l'insurrection, etc. Ça rappelle évidemment peut-être un petit peu les ronds-points des gilets jaunes, mais en fait c'est un truc assez classique. Quand les gens se mettent à parler, à échanger, bah tout de suite, ils se mettent à proposer des idées pour la société. Et donc dans ce processus révolutionnaire-là, à un moment donné, est arrivée une potentialité en fait communiste. Il y a Lénine, qui dirigeait donc les bolcheviks à l'époque, en 1917, qui a affirmé que le communisme, c'était tout le pouvoir aux soviets, c'était le grand mot d'ordre, et donc quand ils vont faire leur révolution, ils vont donner ce pouvoir-là. Et donc au niveau local, tout est géré en démocratie directe. Au niveau supérieur, les soviets vont tirer des délégués qui sont à chaque fois à tout moment révocables, etc. Et donc ça au niveau départemental, puis régional, puis national, etc. Bon, ce système, il marche bien dans les premiers temps, mais il va un peu se gripper après, parce qu'il va y avoir une énorme guerre, puisque évidemment, si t'as un pays où les gens se révoltent et essaient de faire une société plus égalitaire, on se doute bien que les puissants des autres pays, ça les fait pas trop kiffer, donc concrètement, t'as une vingtaine de pays qui interviennent militairement en URSS pour détruire la révolution de Lénine, des bolcheviks, des soviétiques, et ça va pas marcher, mais quand même, du fait de cette guerre-là, eh ben, l'État va devenir plus centralisateur, ce qui derrière va pouvoir poser un certain nombre de soucis. Et puis peut-être pour donner un dernier exemple un peu historique, qui a un peu tiré les leçons justement de ce truc-là, de la bureaucratisation, des soucis que ça pouvait emmener, eh ben c'est la Chine. La Chine donc a fait aussi une révolution en 1949. Il y a Mao qui prend le pouvoir avec le Parti communiste chinois et qui va lui aussi proposer en fait un système assez similaire à celui des soviétiques, c'est-à-dire que dans chaque village, dans chaque usine, dans chaque quartier, on s'organise, on crée des assemblées, on décide de ce qu'on produit, mais il va y avoir très vite ce problème aussi qu'il y a des gens qui vont commencer à prendre un peu trop de pouvoir et puis qui vont essayer de réinstaller un peu de capitalisme pour avoir plus de pouvoir. Et à ce moment-là, le mot d'ordre de la révolution, ça va être de Mao, ça va être de dire qu'il faut bombarder le quartier général, c'est-à-dire détruire les bureaucrates. Et à ce moment-là, en fait, c'est vraiment cette idée qui est intéressante, de dire, ultimement, ne jamais remettre son destin à d'autres gens. C'est toujours le peuple, dans son unité de base, dans donc ces petites assemblées de quartiers, d'usines, de villages, qui doit lutter activement pour la révolution et pour tout simplement son émancipation et créer des meilleures conditions de vie pour tout le monde. À Cuba, par exemple, qui est encore aujourd'hui un pays socialiste, sous embargo des États-Unis d'ailleurs, il est possible également de s'organiser de cette manière-là. Dans chaque ville, il y a un pouvoir populaire qui organise l'économie locale avec des gens qui sont révocables à tout moment, y compris des systèmes de tirage au sort. Et d'ailleurs, il y a aussi, c'est intéressant dans la campagne, des systèmes de coopératives. C'est-à-dire que tout le monde s'organise dans des entreprises qui sont pas gérées ni par l'État, ni par un patron, mais en fait juste géré collectivement. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de paysans, ils se mettent ensemble, et ils se mettent à travailler ensemble, à se partager les outils, à se partager les bénéfices, les années où ça va mal, à s'entraider, bref. C'est ça aussi le projet socialiste, c'est cette entraide-là. Et ça veut dire qu'il y a vraiment 1000 manières différentes de faire tout ça. Donc c'est super intéressant de penser que oui, c'est possible de s'organiser sans hiérarchie, et ça s'est fait à des échelles immenses de centaines de millions de personnes pendant de longues années. Donc il n'y a pas de raison que nous, on puisse pas le refaire en fait. On avait fait une vidéo, je crois que la formule qu'on avait, mais c'était il y a quelques années qu'on faisait encore des vidéos dehors, dans l'ancien temps. On disait que le socialisme, c'est la démocratie appliquée à l'économie. C'est un truc que on n'a tellement pas l'habitude qu'on a du mal à s'imaginer ça. Et en vrai, quand on voit la puissance qu'ont les banques, les milliardaires et tout ça, ça paraît évident qu'en fait, il n'y a pas de démocratie tant que tu as des grosses propriétés privées comme ça et que tout est capté par quelques mains ou par quelques logiques capitalistes, quoi. Ok, mais là, dans le fait de reprendre en main les moyens de production, donc dans une économie socialiste, il va quand même falloir continuer à produire, quoi, parce qu'il va quand même falloir les faire, les casseroles, si on reprend cet exemple-là, tu vois. Donc, est-ce que tu peux nous dire concrètement, dans nos habitudes, dans notre quotidien, qu'est-ce que ça va changer, nous, dans nos vies, d'être dans une société gérée de manière socialiste ou plutôt dans une société capitaliste? À l'hôpital, comme j'ai dit tout à l'heure, ça veut dire que si c'est les travailleurs et travailleuses de l'hôpital qui décident en fait de comment est-ce qu'on s'organise, de quels besoins il faut mettre dans la santé, c'est peut-être eux les mieux placés pour savoir précisément comment on doit s'organiser pour la santé, puisque c'est elles et eux qui ont les compétences médicales. Bref, c'est des trucs aussi simples que ça. Et puis la police et l'armée, ça veut dire que pareil, on va pouvoir en discuter de tout ça. Est-ce que la police, ça doit être des gens qui sont tout le temps policiers et qui peuvent exercer leur pouvoir quel que soit le cas? Peut-être pas, peut-être qu'on peut s'organiser par roulement, par quartier, peut-être même d'ailleurs que aujourd'hui ça peut être moi qui organise la sécurité et demain c'est mon voisin. Ça permet aussi d'éviter les abus des fonctionnaires, ça veut dire qu'on peut les licencier à tout moment. Et puis il y a un autre truc, basiquement tout con, mais c'est les médias. Est-ce qu'on veut que les médias ils appartiennent à Bouygues, Dassault, Bolloré, ou est-ce qu'il faudrait pas que ce soit peut-être les citoyens qui décident en concertation avec les producteurs et productrices d'informations
du contenu, de l'analyse qu'ils veulent, dans une sorte peut-être d'alliance, de fédération, je sais pas ce que t'en penses Johan, mais moi je crois que c'est quelque chose en tout cas qui peut se penser. Et dans tous les domaines en fait, on peut réfléchir des choses comme ça, c'est ça qui est super intéressant. Et surtout, tu sais, tu prenais l'exemple de l'hôpital, là. Je suis sûr que tu demandes à n'importe quelle soignante est-ce qu'elles peuvent gérer eux-mêmes l'hôpital. Elles vont te dire oui, parce qu'elles connaissent le truc, quoi. Et en fait, tu demandes à n'importe qui, je pense, dans son boulot, tout le monde est d'accord sur le fait que les managers, c'est de la merde et qu'ils peuvent gérer leur truc sans actionnaire, sans grand directeur et compagnie, quoi. Donc même si on a l'impression, nous, enfin toi et moi, on n'est pas capable de gérer toute la société, tous ensemble, parce qu'on travaille dans ces boîtes-là, on va être capable de le faire, hein. Ça c'est clair. Il y a déjà des trucs qui sont présents non, en France, il y a déjà la communiste, non, comme dirait l'autre là. Alors, est-ce qu'il y a déjà du communisme? Ça, j'en suis peut-être pas forcément convaincu. Par contre, l'histoire de la France, l'histoire récente, elle démontre quelque chose. Elle démontre qu'on est capable nous-mêmes de s'organiser. Et ça, il y a un exemple très concret qui permet de le montrer, c'est le régime général de la sécurité sociale. Le régime général de la sécurité sociale, faut voir historiquement, ça s'est fondé en gros en 1945, au moment de la libération du pays. En fait, à ce moment-là, il y a un PCF qui est extrêmement puissant, qui fait quasiment 25% aux élections. Il y a une CGT surpuissante présente dans toutes les usines, et surtout il y a des dizaines de milliers de militants communistes qui défilent armes à la main dans les rues. À ce moment-là, autant vous dire que la bourgeoisie, elle a eu très peur. Les riches ont eu très peur pour leur profit. Alors, ils ont été obligés de faire des concessions. Dans chaque département, dans chaque usine, dans chaque endroit où c'était possible, dans chaque lieu de travail, les communistes et les CGTistes, ils ont construit des caisses de cotisation dans lesquelles les patrons et nous-mêmes, les salariés, eh bien, on paye pour derrière avoir droit à la retraite, à la santé, à tout un tas de choses comme ça. Cette logique-là, c'est la logique qui dit qu'on doit cotiser selon nos moyens et recevoir selon nos besoins. La logique en fait un petit peu communiste, on pourrait dire en un sens. Bon, c'est une expérience qui est limitée, mais pas si limitée que ça quand même, parce que ça représente près d'un tiers de la richesse produite. Et ce qui est super intéressant avec ce régime général de la sécurité sociale, c'est que c'est pas l'État qui gère ce truc, c'est les travailleurs et les travailleuses eux-mêmes. C'est-à-dire que concrètement, ce sont les délégués syndicaux qui choisissent de comment s'organisent ces caisses, comment est-ce que sont allouées les ressources, et comment est-ce qu'on collecte l'argent même au tout début. Bref, tout ça pour dire que on peut le faire, et on l'a fait pendant longtemps, et ça a permis de sortir des millions de gens de la misère, ce truc-là. Imaginez comment seraient nos vies sans sécurité sociale. Quand tu vois comment ça se passe aux États-Unis pour la santé, quand tu vois les retraites, comment c'est un acquis qu'ils essaient de nous reprendre aujourd'hui, on se rend compte que, en fait, c'est central. Mais bon, pour autant, c'est super limité, parce qu'au fil du temps, la bourgeoisie, elle a repris là-dessus, elle a renié. Aujourd'hui, c'est plus les délégués syndicaux qui vont, tant que ça, diriger ce système-là. Mais n'empêche que cet exemple, il démontre que c'est possible de s'en sortir, que c'est possible de s'en sortir sans bureaucrate, sans État, que nous, on peut s'organiser et qu'on peut améliorer nos vies. Et donc, si on veut vraiment s'émanciper, si on veut faire de manière intégrale une organisation semblable à celle par exemple de la sécurité sociale, en étant dans des dynamiques coopératives, en formant nous-mêmes nos propres caisses pour s'organiser, et ben tout ça, on pourra le faire qu'en renversant l'État bourgeois. Merci Paul de la chaîne Pensée Rouge. Vous retrouverez évidemment sa chaîne en description si vous voulez le soutenir, si vous voulez vous abonner, regarder tout ce qu'il a fait. Il y a beaucoup de vidéos très intéressantes, historiques notamment, qu'on vous recommande au Canard. Et donc c'était le format Explique, notre format interview que vous allez voir de plus en plus souvent sur la chaîne du Canard. Ça permet un peu de diversifier nos analyses et d'avoir des points de vue de personnes différentes et que vous, ça puissiez vous nourrir aussi de plus en plus. On a besoin de ça en France, vu que les autres médias le font pas. Si vous voulez soutenir notre indépendance, vous pouvez aller sur le Tipeee du Canard Réfractaire. Grâce à vos dons mensuels, on est quasiment une dizaine aujourd'hui à travailler en permanence au Canard pour vous fournir sur Canard, sur Glu Patate et sur Actu Réfractaire des vidéos de qualité. Sur ce, Ami Réfractaire, des bisous et à la prochaine.